sont Cette pas tout à fait les conférence va mêmes. maintenant être enregistrée. Merci Pardon, pour nous excusez-moi. avoir prévenu que la conférence était enregistrée. Donc savoir où vous en êtes, c'est tout simplement savoir si l'activité elle est maintenue. C'est-à-dire que pour vous, rien n'a changé entre guillemets. Je dis rien, c'est pas forcément rien dans l'absolu, mais tout simplement, est-ce que vos services ou vos produits, vous pouvez continuer de les offrir à vos clients? Savoir si l'activité est ralentie pour X raisons, ça peut être parce que du personnel est en chômage partiel, ça peut être parce que du personnel est en arrêt maladie pour s'occuper des enfants. Ça peut être tout simplement parce que le télétravail n'est pas toujours possible, ou ça peut être parce que le télétravail n'est pas aussi productif, ou on ne peut pas avoir les mêmes activités qu'habituellement au sein des locaux. Et puis il y a l'activité suspendue. C'est-à-dire là je pense entre autres aux restaurateurs ou au secteur du tourisme, où c'est pas évident. On peut se dire que l'activité suspendue, on arrête de communiquer. C'est peut-être pas forcément non plus le bon moment pour arrêter. Et puis, il y a un autre point encore plus important à prendre en compte finalement que le niveau d'activité, c'est de savoir regarder au loin. Parce que vous l'avez entendu dans les annonces d'hier, le déconfinement, c'est à partir du 11 mai, sauf qu'il va être progressif. On ne sait pas encore dans quel délai, sous quel contexte exactement ça va se produire. Normalement, le gouvernement a 15 jours donc, pour nous préciser ces schémas-là. En termes d'impact économique, ça peut jouer beaucoup. Alors, on sait bien sûr que pour le secteur touristique, il va rien se passer avant la mi-juillet. Quand je dis touristique, c'est au sens restauration, hôtellerie, événements. Il va rien se passer. Dans les entreprises qui étaient préinscrites, vous n'êtes pas directement impacté par cette annonce-là, mais ça peut jouer sur un ensemble de phénomènes. Il y a les vacances d'été qui arrivaient aussi, donc ça peut jouer sur vos collaborateurs. C'est des éléments à prendre en compte. Il va falloir regarder au-delà du confinement, au-delà de la période de sortie du confinement, même si elle va être importante en termes de communication. Et le minima, finalement, c'est de regarder à au moins 12 mois. On ne peut pas penser communication sans s'inscrire dans le temps. Habituellement, on dit que pour construire une marque, il faut entre 3 et 5 ans. Et aujourd'hui, en période d'incertitude, le minimum, c'est de penser à 12 mois. Penser tout de suite, d'être réactif, mais de penser aussi dans le temps et d'essayer de se donner une perspective. L'important, c'est pas l'objectif en lui-même, il sera peut-être faux, c'est pas grave. L'important, c'est de se donner une ligne directrice à suivre. Si on ne se donne pas de ligne, on n'avancera pas et on ne sait pas vers où aller. Donc le premier point déjà, c'est de se projeter dans le temps et de se dire finalement qu'est-ce que je veux projeter comme image, comme discours, et qu'est-ce que je veux qu'il en reste dans un an. Et de se dire comment je fais pour aller de maintenant à dans 12 mois en suivant cette ligne-là. Alors le premier facteur, bien sûr, qui va jouer, c'est vos publics. À qui s'adresser en période de crise? Alors il y a différents publics. Je pense que spontanément, vous allez tous penser au même. C'est classique en communication. La première famille, bah, c'est l'interne. Même dans une TPE, l'interne, c'est essentiel. Euh, donc, il va falloir réidentifier tous ces publics. Il y a un deuxième public, nettement moins important, entre guillemets, mais qu'il ne faut pas négliger en ce moment. Habituellement, on a plutôt tendance à le négliger, c'est les partenaires. Quand je dis les partenaires, c'est la banque, l'assureur, votre expert comptable. C'est pas que des prestataires techniques ou de conseils, c'est aussi des partenaires qu'il faut informer sur votre état de santé. D'autres partenaires plus importants, ce sont les fournisseurs, parce que sans eux, vous n'aurez pas d'activité. Alors les fournisseurs, ils vont varier selon votre domaine d'exercice. Si vous fabriquez des produits, comme j'ai vu qu'il y avait les ateliers du bois, où finalement il faut une chaîne, on ne peut pas fabriquer d'escaliers si les matériaux n'arrivent pas. Mais même dans les services, on a besoin de fournisseurs. Il faut faire attention à eux, communiquer avec eux pour être prêt aujourd'hui et encore plus prêt pour demain. Et puis, il y a deux publics sur lesquels on va se focaliser aujourd'hui. C'est bien évidemment les clients et les prospects. Alors, globalement, l'interne, le but, ça va être de les rassurer, c'est évident. Et c'est aussi d'en faire des ambassadeurs. Parce que c'est les meilleurs pour parler de vous, finalement, puisqu'ils travaillent chez vous, ils sont au sein de l'équipe, ils vous connaissent et ils auront aussi envie de défendre leur entreprise en ce moment. Partenaires et fournisseurs, j'ai déjà évoqué, le but là aussi, c'est de les rassurer et d'être prêts. Vous aurez besoin d'eux, vous avez besoin d'eux, donc c'est important de communiquer avec eux.
Les clients, tout simplement, faut les fidéliser en ce moment. Il faut aussi en faire des ambassadeurs. Un client, c'est quasiment un partenaire quand il est fidèle. C'est votre meilleur porte-parole. C'est la preuve par l'exemple. Et puis les prospects, il va falloir les informer pour en faire les clients de demain. Alors, une fois qu'on a dit ça, vous me direz, super, il est en train de nous faire un cours sur la communication et c'est pas ce qu'il avait annoncé au départ. C'est vrai, mais on est obligé de reposer quelques bases. Et puis, pour ceux qui ont un peu moins d'activité en ce moment, ou pour ceux qui en ont beaucoup, parce que ça arrive aussi, hein, les méthodes de travail changeant, on peut se retrouver avec une surcharge d'activité qui n'est pas tout à fait la même. Il faut quand même arriver à se poser pour bien réidentifier tous ces publics, bien les segmenter, hein. On a plusieurs types de clients, on a plusieurs types de prospects. Bien les segmenter, savoir à qui on s'adresse, segmenter aussi ses bases de données, refaire des listings, même pour une TPE, c'est important, hein. Et puis finalement, la vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe, puisqu'on est tous confinés, ou une grande partie de la population en tout cas est confinée, comment je communique pendant cette période-là, pendant le confinement. La première chose, en période de confinement, je l'ai mis déjà dans les publics, c'est vraiment important, c'est la réassurance, hein. Il va falloir être présent. Si on n'est pas présent auprès de ces publics, on n'existe plus, on disparaît. Il n'y aura pas de fidélisation, il n'y aura pas d'ambassadeur possible, on ne pourra pas être prêt. Donc il faut être présent. Il faut aussi renforcer les liens. Il ne suffit pas d'être juste présent, il va falloir vraiment renforcer les liens. Accentuer en fait sa communication, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors, être présent, si je détaille un petit peu, aujourd'hui, en période de confinement, c'est d'abord sur les principaux canaux numériques. Alors, dans la liste des préinscrits, celle de vendredi, si je ne dis pas de bêtises, il y avait différentes entreprises préinscrites. Donc, j'ai été regarder aussi comment vous communiquez sur les canaux numériques, parce qu'on va en ce moment privilégier les canaux numériques, parce que tout simplement, c'est les plus utilisés à l'heure actuelle par le grand public, mais aussi par les entreprises. Donc, c'est des vecteurs privilégiés. Donc le but, c'est déjà d'être prêt. Donc avoir son site internet parce qu'il s'adresse à tous les publics. Je trouve dommage, c'est pas une réflexion, hein, mais je pense à la société de conseil en investissement. Il faut accélérer la mise en ligne du site. Là, il est en cours. On peut déjà le contacter, au moins sur la page d'accueil. On a tous les numéros pour contacter, mais on n'a pas encore de détails sur les prestations. Il faut accélérer cette mise en ligne parce que c'est en ce moment aussi qu'on est en recherche d'informations, de gestion d'optimisation fiscale pour certains, de gestion de ces assurances pour d'autres. Il y aura, je pense, pas mal de choses de ce côté-là. Donc, il y a un vrai rôle à jouer de conseil et d'accompagnement et c'est important d'avoir son site internet de près. C'est important dans certains secteurs d'être sur Facebook, pour le grand public aussi, mais aussi quelques cibles professionnelles spécifiques. On a tendance à l'oublier, mais Facebook, pour certaines cibles professionnelles, c'est extrêmement important. À titre indicatif, par exemple, pour tous les paramédicaux, c'est plus important que des réseaux comme Twitter ou comme LinkedIn. Pour des réseaux plus spécifiques, on va avoir Twitter où on va plutôt toucher des influenceurs sectoriels. Faire de la transformation de clients, de prospects en clients sur Twitter, c'est vraiment pas le but premier. Par contre, être reconnu dans son secteur comme un acteur important, c'est là que ça peut jouer. Ça va créer de la confiance. On va avoir LinkedIn qui est vu comme le réseau du recrutement, c'est aussi un réseau commercial, hein. Ils ont même des outils dédiés au sein de LinkedIn pour faire de la vente, pour faire de la prospection. Et c'est adapté à tout type d'entreprise, de la plus petite à la plus grande. Donc c'est vraiment un outil qu'on peut utiliser largement. Et puis alors, ce qui est peut-être délaissé aujourd'hui finalement, et c'est dommage, ça va être YouTube parce qu'on peut parler au grand public et aussi à quelques sites professionnels spécifiques. Là, je pense à tous ceux qui travaillent dans le monde agricole, qui sont fournisseurs pour les agriculteurs. Il y a une énorme communauté d'agriculteurs français, hein. Ils sont très connectés, contrairement à ce qu'on pense, et depuis longtemps. Et il y a une grosse communauté sur YouTube et qui est très suivie dans le monde agricole. Donc, pour proposer ces services, c'est aussi un outil intéressant. Et puis, le dernier, c'est Instagram, le réseau de l'image. J'ai pas détaillé tous les autres réseaux sociaux qui existent en France. Alors, c'est vrai que c'est très grand public, mais on a aussi des thèmes très spécifiques. Et là, je reviens à des gens qui sont dans le domaine de la décoration, du jardinage, de l'ameublement, de la mode. Ça peut être vraiment un facteur, un outil à utiliser. Alors là, on a des outils numériques et
ça vous aide toujours pas réellement en fait à renforcer vos liens. Vous savez que vous devez être présent, vous pouvez choisir où être présent. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que je fais pour renforcer les liens? Alors, c'est quelques pistes qui peuvent varier et que je vais vous expliciter. Renforcer les liens, c'est oui. Il y a aussi une question de cible, j'imagine, au, euh, par rapport aux différents réseaux sociaux, notamment au niveau de l'âge, peut-être aussi des potentiels clients qui peut Alors, différer suivant. aujourd'hui, sur l'âge, en fait, sur les réseaux que j'ai cités, l'âge Mhm. ne joue plus réellement, à part encore un peu sur Instagram, où la majorité du public est féminin et on va dire entre 25 et 45 ans. Mais sur YouTube, on a aujourd'hui toutes les tranches d'âge possibles. Sur Twitter, on a toutes les tranches d'âge. Sur Facebook, on a toutes les tranches d'âge avec moins d'ados qu'avant, on va dire. Mais on touche vraiment tous les publics. Et, sur LinkedIn, à partir du moment en gros où on est étudiant, on touche toutes les tranches d'âge. Donc, c'est sur les nouveaux réseaux sociaux type TikTok, mais j'ai Mhm. pas vu dans les entreprises préinscrites, en tout cas, de gens qui pourraient être intéressés par ce type de réseau, même s'il y a très forte croissance, hein. On est à 4 millions d'utilisateurs mensuels en France sur TikTok. Mais là, on est sur du pré-ado et de l'ado, sur de l'influence vers ces publics-là. Je dirais pour des publics qui ont moins de 20 ans, TikTok, pourquoi pas. Je suis pas sûr d'en avoir vu dans les préinscrits qui s'adressent à ce type de consommateurs ou d'entreprises qui pourraient s'adresser à ce type de public. Parce qu'il faut pas oublier que des fois, on peut parler à ses fournisseurs tout simplement sur les mêmes réseaux que eux, où ils parlent à leurs clients. Mhm. Donc, Exact. ouais. Donc aujourd'hui, en fait, là, je joue peu, surtout qu'on peut cibler hein, sur les réseaux. C'est ça qui est intéressant. Je vais en parler un petit peu après. On peut être très spécifique. On n'est pas obligé de juste publier et de lancer son filet au milieu d'un océan numérique. On peut être plus spécifique que ça. Donc renforcer les liens, pour moi, ça va dépendre déjà de la taille de vos cibles. Donc d'où l'intérêt au début de bien les définir. Dans ses clients, dans ses prospects, on va avoir différentes cibles et sous-cibles. Et c'est là où on va pouvoir jouer sur les outils à mettre en place. Si on a moins de 50 contacts, hein, et ça arrive, hein, il y a plein d'entreprises qui n'ont pas besoin d'avoir 50 clients ou 50 prospects en cours de route. Je prends nous, par exemple, dans notre métier d'agence de communication, je n'ai pas 50 clients actifs, hein, et j'ai pas 50 contacts clés, quoique si peut-être plus, mais euh, et ben là, tout simplement, renforcer les liens, c'est avoir un vrai contact personnel. Prenez votre téléphone, envoyez un email. Euh, J'aurais dit il y a encore quelques semaines avant le confinement, envoyer des courriers. Le courrier papier reçu en main propre n'a jamais eu autant d'importance à l'heure du numérique. Là, c'est un peu différent, mais privilégiez vraiment le contact personnel, le téléphone et l'email. Soyez humain, tout simplement. On n'a jamais fait mieux. C'est pas très compliqué d'appeler ses 50 contacts clés, ses meilleurs clients, de demander comment se passe leur situation actuellement, de renforcer les liens, de ne pas le faire tous les jours bien sûr, mais assez régulièrement, d'entretenir un contact régulier sur ça, selon les secteurs. Tous les 15 jours, ça peut être un bon rythme. Sur d'autres, ça peut être tous les mois. Mais c'est voilà, avoir un contact régulier avec ces personnes clés pour vos marchés. Euh, On a une question qui remonte du chat. Si on n'a aucune expérience au niveau des réseaux sociaux, est-ce qu'il faut quand même être présent sur ces réseaux sociaux, sur les réseaux digitales, ou alors se contenter des réseaux, enfin des canaux plutôt traditionnels, coup de téléphone, mail et éventuellement courrier? Ou est-ce qu'il faut bah, être présent? Alors, c'est bien aujourd'hui d'être présent, entre guillemets, partout. Quand je dis partout, ça ne veut pas dire sur tous les réseaux sociaux. Les outils traditionnels, ça fonctionne bien, mais c'est pas parce qu'on ne maîtrise pas qu'on ne peut pas faire. Les outils traditionnels, ça va tant qu'on n'a pas trop de gens à contacter, si je puis dire. Après, il faut quand même arriver à industrialiser les process, à faire un peu plus. Les réseaux sociaux ou les outils numériques, hein, parce qu'on va parler aussi d'emailing, sont pas si compliqués que ça. Ce que je dirais, le meilleur des conseils, regardez ce que font vos concurrents, Mm. regardez ce que font des plus grosses sociétés, inspirez-vous et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le rythme de Coca-Cola sur Facebook en termes de publication. C'est peut-être pas le but aujourd'hui, mais entre Coca-Cola et vous, il y a des marges d'apprentissage et regardez de temps en temps
la page Facebook de Coca-Cola ou le compte Twitter de Coca-Cola France, ça donne aussi des idées, des bonnes pratiques. Comment on écrit un tweet, c'est quoi le type de visuel qui va avec. C'est valable dans plein de secteurs. C'est valable dans la santé, c'est valable dans le high-tech. S'inspirer de ce que fait Dassault quand on est une boîte de technologie. Comment Dassault parle en ce moment à ses cibles. Qu'est-ce qu'il publie sur les différents réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il publie sur son site internet en termes d'actualité. Voilà, on peut s'inspirer. Enfin, le benchmark n'a jamais eu autant d'importance aujourd'hui en termes de, enfin, que ce soit en termes de marketing pur ou en termes de communication, qui est une des branches du marketing. S'inspirer des autres, apprendre, avoir des bonnes leçons, faut en profiter. Je pense que ça serait dommage de ne pas s'appuyer sur les réseaux sociaux, alors qu'on peut se dire, ok, je ferai pas tout, mais par rapport à mon public clé, mes cibles clés, mes 50 clés, bah, en gros, ils sont présents sur quoi? Et je vais regarder eux ce qu'ils utilisent. Et je vais me dire, bah voilà, pour élargir ce public-là, je vais utiliser l'outil qui est le plus utilisé par mes 50 publics, mes 50 contacts clés. Si c'est Twitter, j'irai sur Twitter. Si c'est du Facebook, j'irai sur Facebook. Si c'est LinkedIn, j'irai sur LinkedIn. Si c'est YouTube, j'irai sur YouTube. Je vais m'adapter et je vais y aller progressivement. Faut pas faire non plus tout de suite, hein, si c'est dans ce sens-là. Mais on peut s'inspirer et s'inspirer de ses concurrents, s'inspirer de ses clients. Où sont-ils? Ça, c'est intéressant. Parfait. Et on n'est pas obligé d'y aller de façon massive tout de suite. Mhm. Et selon les réseaux, le rythme de publication aussi varie. Autant sur Twitter, la durée de vie est de 20 minutes, donc il faut être assez présent. Autant sur LinkedIn, la durée de vie, elle varie selon le type de public professionnel qu'on a, entre une semaine et 2 mois. Ouais, Donc, ouais, la on durée voit de que vie d'un poste n'est pas du régulièrement tout le les même. posts. Mm. Exactement. Alors, justement, quand on grimpe, quand on est au-delà des 50 contacts, hein, entre 50 et 1000, il va falloir industrialiser les process. Et par exemple, on ne peut plus envoyer des mails individuels. Ça va commencer. On peut encore en faire sur ces contacts clés, mais il va falloir aller plus loin. Il va falloir passer aux emailing et pas aux mails individuels, et donc s'appuyer sur des outils dédiés, hein, des plateformes de diffusion. Alors il y a Mailchimp, il y a Mailjet, il y en a plein. Si vous préférez les solutions françaises, et pourquoi pas soutenir l'économie française en ce moment, hein, jouer collectif. Il y a Sendinblue, qui est une solution française d'aussi bonne qualité que les grosses solutions américaines comme Mailjet ou Mailchimp. Donc ça, vous pouvez vous appuyer dessus. C'est pareil, c'est extrêmement facile et ergonomique en termes de prise en main. Il y a beaucoup d'autres avantages derrière, au-delà de l'emailing qu'on va évoquer après dans le cadre d'une communication un peu plus intégrée. Et puis, quand on est déjà sur certains réseaux sociaux, il va falloir les développer, parce que j'ai vu que la plupart de ceux qui s'étaient inscrits, ils sont déjà présents sur les réseaux sociaux, mais plus ou moins. Va falloir avoir des vrais rythmes. J'ai été étonné de voir certaines sociétés qui n'avaient pas publié depuis plus d'un mois. Et c'est pas Mm. l'effet en fait crise en regardant leur fil, c'est que finalement par rapport au réseau social où ils étaient, ils publient pas souvent. Et c'est assez surprenant en tant qu'agence de se dire finalement pourquoi ils y vont si c'est pour être sur Twitter et poster une fois par mois. Est-ce que c'est un véritable engagement? Est-ce que ça va apporter quelque chose? Je n'en suis pas sûr. Donc c'est pour ça faire des vrais choix aussi en départ et se dire que si je vais sur Twitter, il va falloir que je sois assez régulier. Alors, pas forcément en publiant 10 tweets par jour, mais au moins un par jour, c'est le minimum. Sinon, on n'a aucune chance d'être vu. Il y a des choses comme ça. Et puis, c'est aussi le moment où on peut développer la taille de ses cibles. Et je ne parle pas encore de développer avec des outils payants en faisant de la campagne de recrutement, mais que ce soit sur Twitter avec des stratégies de follow-on-follow, c'est-à-dire tous les matins, par exemple, je m'abonne à 10, 20 nouveaux comptes et une semaine après, je regarde s'ils m'ont suivi. S'ils m'ont suivi, tant mieux, je reste abonné. S'ils ne m'ont pas suivi, je me désabonne. Et je peux faire ça sur quasiment tous les réseaux sociaux. Je peux le faire à travers du follow on follow, je peux le faire à travers du like, c'est-à-dire que je vais aimer leur post pour leur donner un signe comme quoi je suis là, j'existe, viens me suivre aussi puisque je m'intéresse à toi. Je peux le faire à travers des partages. Donc c'est de se dire comment je vais essayer d'augmenter mon public sur ces réseaux sociaux
de façon qualitative, parce que là, tout l'intérêt, c'est que c'est en manuel, c'est qualitatif, donc d'aller vraiment chercher des contacts. Et finalement, des fois, pour les trouver, c'est d'aller regarder, là aussi, une fois de plus, vos concurrents, vos clients qui sont sur ces réseaux, qui ils suivent, qu'est-ce qui les intéresse, à quelle autre entreprise ils sont abonnés, et puis de suivre les mêmes, hein, parce que finalement, vous avez des clients communs, vous avez des intérêts communs. Donc, allez chercher ceux qui sont déjà identifiés, c'est plus simple que de se, voilà, de vous regarder un fil Twitter et de se dire, oh lui, est-ce que ça m'intéresse pas. Non, allez sur le fil d'un de vos concurrents, regardez ses abonnés, et les 10 premiers, vous vous abonnez. Une semaine après, vous verrez si vous en suivez ou pas, vous vous désabonnez, et comme ça, vous le faites régulièrement tous les jours, et vous allez gagner du public. Là, Laurent, c'est encore valable quand on est. Oui, ouais, pour des entreprises qui peuvent parfois avoir des petites tailles, parfois pas de salariés ou ouais. juste quelques associés, combien de temps vous préconisez d'y passer, je ne sais pas moi, par semaine, ou se dire on réserve un créneau sur cette partie-là? Est-ce que c'est un temps lissé sur toute la semaine ou alors on consacre enfin, comment Ça- s'organiser un petit alors, peu voilà. ça va varier selon les réseaux. Je dirais que si on prend celui qui a le rythme le plus rapide, Twitter, une fois qu'on est rodé, 10 minutes à un quart d'heure par jour, c'est bien. C'est déjà pas Mhm. mal. On peut faire bien sur Twitter en passant 5 minutes par jour, sincèrement. Euh, Il n'y a pas de difficulté. Sur d'autres réseaux, ça va être un peu plus long, tout simplement pas parce que ça va être plus quotidien, mais parce que la production de contenu qui va avec est un peu plus longue. Sur Instagram, il faut avoir une belle photo à partager, un beau visuel, etc. Donc, il faut aussi tenir compte de ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des photos en stock et qui devraient profiter de ça maintenant pour les ressortir. Je pense à ceux qui ont j'ai toujours l'atelier du bois. J'imagine que lors des chantiers, je ne sais pas si vous êtes en ligne ou pas, mais en tout cas lors des chantiers d'installation, des escaliers, etc., vous faites des photos. Donc vous avez un stock de photos à utiliser, à republier. Sur Facebook, selon la taille, on peut aller de, je dirais à minima, un post par semaine. Donc entre la recherche de la bonne photo, écrire le post, le publier, même si on rajoute, allez, l'idée de se dire on va faire de la promotion dessus, c'est-à-dire réfléchir ses cibles et mettre 5, 10, 20, 30, 50 euros pour qu'il soit le plus vu, en une demi-heure, c'est bien fait. Donc Mhm. Facebook, on peut y passer une demi-heure à 1 heure par semaine et c'est bien fait. LinkedIn, tout va dépendre de son choix. Soit on va faire des posts très courts et je dirais que c'est assez simple à faire et une demi-heure par semaine, ça va. Soit on va avoir un vrai travail de réflexion, de vouloir apporter un vrai contenu en termes d'écriture aussi, en termes d'accompagnement de l'écriture sous la forme d'un visuel, et on va y passer en gros 1 heure tous les 15 jours. Donc ça s'équilibre, c'est est-ce que je choisis du format court, est-ce que je choisis du format long, on peut aussi mixer. Direct bien fait dans le mois pour une TPE ou une PME, entre une demi-journée et une journée par mois qu'on peut répartir dans le temps, par semaine, etc. C'est à peu près le temps qu'on peut y consacrer. Ok. Alors effectivement, la personne de l'atelier du bois nous confirme bien qu'elle a des photos. Je pense que ce sera peut-être c'est effectivement un bon conseil de votre part. Ouais. Ouais, utiliser ce qu'on a déjà, réutiliser. Euh, le recyclage existe aussi en communication. On peut le faire intelligemment, il n'y a pas de souci. Alors, quand on grandit, forcément, à un moment, on a des secteurs où on va aller au-delà des 1000 contacts. Euh, j'ai vu qu'il y avait une société à la fois d'accompagnement et de vente de t-shirts Capital dans les inscrits. Là, c'est les t-shirts où on met les noms des villes et notamment le nom de la sienne. Alors, j'avais déjà vu passer avant, donc je ne savais pas que c'était de la région de Castres, enfin du Tarn. Donc, j'ai trouvé ça rigolo parce que j'avais déjà vu passer les t-shirts en tout cas. Au-delà de là, il va falloir être encore plus industriel et il va falloir aussi segmenter ces cibles. C'est-à-dire que là, l'emailing, il va devoir être segmenté. On ne peut pas envoyer le même discours à tout le monde. Autant à 1000 personnes, on peut se dire que les intérêts sont communs. Au-delà de 1000, il faut se dire qu'il faut envoyer des emailings différents. Différents, ça ne veut pas dire qu'on le réécrit en entier. Sauf que dans l'ordre des propositions, on peut changer le titre, mettre le troisième paragraphe en premier pour certains publics, parce qu'il est plus intéressé par ce sujet-là,
etc. C'est juste le varier. Et puis, pour ceux qui avaient déjà des outils réguliers, type les newsletters, faut pas les arrêter. Au contraire, c'est maintenant qu'il faut poursuivre sa stratégie de newsletter. Donc, j'ai vu qu'il y avait CGX où justement là, ils ont une newsletter qui est pas très régulière entre guillemets, c'est-à-dire que ça semble à peu près régulier, mais on voit qu'il y a des petites variations par période. C'est pas pile tous les premiers jours de la semaine du premier trimestre, etc. Mais avoir un rythme, les newsletters, c'est un rendez-vous, donc il faut avoir un rythme et s'y tenir. Si elle est mensuelle, il faut se dire que c'est tous les premiers lundis ou tous les premiers mardis du mois. Si elle est trimestrielle, c'est la deuxième semaine de début du trimestre, c'est le mercredi. Enfin, c'est vraiment à choisir et avoir un rythme et s'y tenir. Et sur les réseaux sociaux, au-delà de 1000, il va falloir penser promotion et sponsorisation des posts. Parce que quand on a encore 1000 abonnés sur Twitter, on peut dire que c'est cohérent, ils recherchent à peu près tous le même type d'information. Au-delà de 1000 abonnés, on va avoir des publics différents et il va falloir aller chercher aussi d'autres publics. Et en sponsorisant, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, sur tous, on a accès aux outils de ciblage de ces réseaux-là. Et je peux décider de montrer que mes cuves de traitement des effluents, j'ai vu qu'il y avait ça aussi dans les secteurs d'activité, eh ben, ça va plutôt être sur la Bretagne que j'ai envie de les vendre en ce moment, euh, sur des entreprises, entre guillemets, parce que j'aurais peut-être pas le lien avec entreprises agricoles de telle taille, de tel chiffre d'affaires. Et puis l'intérêt des dirigeants, il va être justement vers agriculture, élevage, autres, etc. Donc en croisant les différentes possibilités, je vais pouvoir être très spécifique et toucher véritablement un public qui m'intéresse. Donc l'intérêt des fois, c'est pas de faire des gros budgets de promotion, mais même en mettant 5 euros sur un tweet ou 50 euros sur un post LinkedIn, vous avez accès à leurs outils de ciblage. Et c'est là où ça devient intéressant parce qu'on peut être très spécifique. Et 50 euros, vous pouvez toucher exactement le public que vous souhaitez sur une région donnée, sur un département, voire sur une ville. Donc c'est là où ça devient extrêmement intéressant. Alors, on a une question qui remonte de Yann. On va y revenir dans la présentation, mais euh, effectivement, est-ce qu'il vaut mieux communiquer sur son activité classique, c'est-à-dire son activité de tous les jours, ou alors justement adapter sa communication par rapport au contexte du Covid et sur les mesures internes, par exemple, qu'il pourrait y avoir au niveau de la protection des salariés ou sur des offres après un peu plus solidaires, on va dire. Alors là, on rentre dans les messages et je vais juste finir sur Ouais, les outils parce que les messages, c'est juste après. Donc, je vais bien répondre à la sûr. question à ce moment-là. Au-delà de 1000, il faut penser aussi aux outils traditionnels, les relations médias, hein, au sens travailler avec les journalistes, et puis la communication publicitaire, hein, au sens traditionnel du terme, que ce soit affichage. On va me dire affichage, en ce moment, les gens sont pas à l'extérieur. Oui, mais est-ce que vous prévoyez, parce que votre public est là, en sortie de confinement, c'est maintenant que ça se prévoit, que ça s'anticipe. Quand je dis voir loin, c'est tout de suite se dire, est-ce qu'à un moment, j'aurais pas intérêt à faire ça? Est-ce qu'à un moment, j'ai pas intérêt à aller faire des annonces dans la France agricole? Est-ce que j'ai pas intérêt à être présent dans Madines si je suis sur le domaine des services aux startups, des choses de ce type-là. Euh, une fois que je vous ai dit ça sur les outils, on revient toujours à la question en fait finalement que vient de poser Yann. Je reste à la maison, c'est bien. Et pendant que je suis à la maison, entre guillemets, c'est quoi le message? Euh, Est-ce qu'il y a des messages clés à diffuser en période de crise et de crise confinée, hein? Ça ne s'adapte pas à toutes les crises, mais en période de crise confinée, donc celle que nous vivons actuellement. Le premier des messages, tout simplement, bah, c'est nous sommes là. Et il y en a qui l'ont déjà bien joué hein, dans les participants. On voit Ireka qui nous informe être là. Pendant le confinement, l'équipe est en télétravail, elle est disponible pour soutenir ses clients et ils nous le prouvent. Puisqu'ils nous le prouvent, en fait, ils ne font pas que nous le dire, mais ils nous montrent un des clients qu'ils accompagnent. Et ça, c'est bien. Et ils nous montrent aussi comment ils le font. C'est-à-dire que le télétravail, c'est pas être juste derrière un ordinateur, c'est des fois sur des sociétés d'accompagnement technologique comme ça, c'est être capable de remonter chez soi le labo de test, hein, Mhm. de faire du design électronique dans la salle à manger. Ben, le prouver sur un écran, c'est plus crédible à travers des photos, c'est plus crédible que de simplement l'écrire.
hein. Donc le message "nous sommes là", il est extrêmement important en ce moment parce que finalement, c'est ce qui va rassurer vos clients, vos fournisseurs, le banquier, etc., etc. Le "nous sommes là", c'est le premier des messages à faire passer. Même si vous n'avez plus d'activité, l'entreprise, elle est là, hein. Elle n'a pas encore fermé ses portes. Vous êtes là pour leur répondre, vous êtes là pour préparer demain avec eux. Il faut le dire, il faut le montrer. C'est indispensable. Alors, il y a une autre remarque qui remonte du chat, justement de la société Capital. Oui, on communique sur les réseaux sociaux et par mailing depuis la crise, mais comment tenir dans la durée pendant cette crise en communication en fait? Comment justement, peut-être, Monsieur Charagnon, si vous voulez ouvrir votre micro et poser une question plus spécifique, c'est peut-être comment abonder de l'information, comment être toujours présent, toujours avoir de la matière. Peut-être que c'est sur. Oui, bonjour. 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 Merci de me donner la parole. Oui, la question, c'est comment aujourd'hui trouver des sujets qui ne soient pas trop répétitifs. C'est-à-dire qu'on a communiqué sur notre situation, sur le soutien de nos clients qui sont en majorité des boutiques, donc qui sont fermées. Et aujourd'hui, quelles sont les solutions pour justement diversifier nos communications et nos sujets pendant cette période qui est en train de s'allonger? Alors là, je dirais que j'ai pas de réponse toute faite parce qu'on est juste dans la créativité pure et simple. Ouais. La réponse pour moi, en ce moment, en tout cas, j'aurais pas en tant qu'agent, je vais être sincère, même si vous n'êtes pas sur mon secteur que je connais le mieux, j'aurais pas une réponse toute faite. J'échangerai avec mes clients, j'échangerai avec les boutiques pour voir eux aussi quelle vision ils ont. Et puis, on a quand même un phénomène qui est pas, entre guillemets, très facile, c'est que maintenant, on est à la date butoir du 11 mai, entre guillemets, de sortie du confinement, mais on n'a pas le détail de cette mise en place de sortie de confinement, hein. Donc déjà, il y a une première étape, c'est comment je communique jusqu'au 11 mai et comment je suis créatif jusqu'au 11 mai, entre guillemets. Et puis, il y a, dès maintenant, vous êtes obligé de vous dire, on a 15 jours où on est dans le flou, mais normalement, dans 15 jours, on est censé avoir des précisions. Donc, selon les précisions venues, je ferai un deuxième tour de réunion avec, je sais pas, 3-4 boutiques un peu emblématiques, etc. Pareil, hein, une visioconférence, des échanges par téléphone, sur comment ils voient ça. Comment ils vont vivre une fois qu'ils auront les précisions, la réouverture des boutiques. Est-ce qu'ils auront du personnel pour revenir? Parce qu'il y en a qui peuvent être arrêtés, il y en a qui peuvent être malades, il y en a qui voudront peut-être faire peur et qui voudront jouer le droit de retrait, hein. Il y a déjà des entreprises qui ont indiqué que ce ne serait pas facile pour eux parce que avec le contact, etc., ils ont des employés qui ne vont pas reprendre tout de suite. Donc il y a aussi, en fait, en période d'incertitude, on est dans le flou, on est obligé de se projeter loin, mais sur la partie créative, on est obligé finalement de s'adapter à ce qui se passe quasiment au jour le jour. Nous, on a des clients où habituellement, on travaillait avec des calendriers mensuels qui étaient validés 2 mois avant. On est passé à du calendrier quotidien où tous les matins à 8 heures, je fais un calendrier qui est validé vers 10 heures. Donc le calendrier des posts, de ce qu'on raconte, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, tous les matins, on le réinvente. Donc la difficulté, elle est aussi là parce qu'on ne sait pas être juste, on ne peut pas être juste une semaine, un mois avant. On est dans une période d'incertitude. On a en gros des lignes, on sait à peu près l'histoire qu'on veut raconter, mais tous les jours, on est obligé de réinventer la manière de le dire. Et ça, c'est une des difficultés. Ouais, merci, parce que je pense que l'audit de nos clients, ça peut être un élément clé pour s'adapter justement. Clairement, plus que jamais, il faut être à leur écoute, hein. Ça, c'est indispensable. C'est à la fois être proche d'eux, entre guillemets, et c'est déjà communiquer avec eux. Bien sûr. Donc, les écouter, ça vous est utile, ça leur est utile et c'est profitable à tout le monde. Le deuxième niveau de discours, de rien. Une fois qu'on a dit là aussi, c'est que finalement, en ce moment, on est là pour tous et c'est le côté solidaire. Et pareil, sur être solidaire, j'ai vu le post, si je dis pas de bêtises, c'était sur Facebook de l'Atelier du Bois, qui nous souhaitait un bon week-end pascal, qui nous donne rendez-vous aujourd'hui pour nous accompagner dans nos projets d'après-confinement et qui nous demande de prendre soin de nous.
Et en même temps, on a des œufs, j'imagine en bois, en train d'être peints. Alors, c'est bien parce qu'on est solidaire, hein, etc. On nous donne rendez-vous, on s'appuie sur l'actualité, celle du week-end pascal. Et je me suis dit, mais pourquoi pas aller jusqu'au bout du concept, hein? Si on est tous là pour tous ensemble, pourquoi sur la page Facebook de l'atelier du bois, je ne retrouverais pas des tutos sur des œufs en bois à la maison, du bricolage familial, entre guillemets, ou l'entretien des boiseries intérieures, donc ce qui est rattaché à votre métier. Et je dis pas de le faire tous les jours, mais l'entretien de l'escalier, l'entretien de tel meuble, est-ce qu'il faut à un moment le décaper, le revernir, j'en sais rien du tout, je connais pas réellement votre métier, mais je me suis dit, est-ce que vous pouvez pas nous raconter l'histoire de votre métier d'une façon utile pour nous? Donc c'était aller jusqu'au bout de cette idée-là. Et c'est pas tout simplement, c'est dans la façon de se réinventer, hein, c'est un peu la question qu'on avait juste avant. C'est comment je réinvente ma communication tous les jours. Ok, j'ai dit que j'étais là pour accompagner les gens, mais est-ce que je peux pas aller un peu plus loin et déjà les accompagner en leur donnant des tutos, des renseignements, du conseil gratuit finalement. Quand on donne des conseils gratuits, les gens reviennent toujours. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Donc on a deux niveaux de discours, hein. On a le premier niveau où on est là, on a le deuxième niveau où on est là pour tous, le côté solidaire qui est vraiment important dans la période de confinement. Et puis après, il y a la véritable interrogation, certains le savent peut-être, en japonais, le mot crise, il a à la fois le sens de crise et le sens d'opportunité. Et la vraie question en termes de communication aussi qui peut se poser, c'est est-ce qu'on est opportuniste ou est-ce qu'on bénéficie d'une opportunité? C'était effectivement une question qui remontait du chat par rapport à cette solidarité. Comment ne pas être interprété en fait comme de la communication opportuniste? C'est un peu le problème qu'il y a souvent en dehors de la crise quand on fait de la communication sur l'environnement, hein, où on a le greenwashing. C'est-à-dire, on communique pour dire qu'on est une entreprise bien verte et en fait, on n'est pas vraiment réellement vert. On a un peu la même chose. Et en fait, ce qui va vraiment faire la différence entre les deux, entre l'opportunisme et l'opportunité, l'opportunité, ça va permettre de s'ouvrir des marchés, de conforter ses clients, etc. L'opportunisme, c'est j'en profite pour faire de la promo et je vends des masques en direct de Chine qui ne seront jamais livrés, pour être clair. Et il y en a beaucoup en ce moment sur Internet de ce type de discours. Les discours aussi de certains assureurs, je ne sais pas si vous avez reçu des mails dans vos boîtes personnelles, j'ai été surpris de certaines propositions d'assurance, alors que c'est le secteur qui soutient le moins, entre guillemets, l'état de santé des entreprises à l'heure actuelle. Mais bon, donc là, justement, la frontière entre opportunité et opportunisme, pas claire. Ce qui va vraiment jouer, c'est pas finalement, c'est pas est-ce que je surfe dessus ou pas. Oui, il faut surfer sur la crise parce que c'est une opportunité. Donc, ce qui va vraiment compter finalement, c'est comment vous allez le dire, quel ton vous allez mettre. Est-ce que vous allez être sincère, hein? Le ton, la sincérité, c'est pas inventer quelque chose. C'est comment vous allez le raconter et finalement, le plus important, c'est qu'est-ce que vous racontez. La sincérité, ne pas inventer, c'est elle est où votre histoire? Et cette histoire, elle a besoin d'un axe fort qui va être indispensable pendant cette période intermédiaire. C'est que finalement, la vie, elle continue. On est toujours dans cette idée de on est là, hein, mais la vie, elle continue. Et c'est ça l'axe, en fait, que toutes les entreprises essayent de suivre aujourd'hui. Parce que oui, on en a besoin de cette vie. On a une crise sanitaire, on a une crise économique. On ne sortira des deux. Il ne faudrait pas que la crise économique amplifie la crise sanitaire et inversement. Mais on ne sortira des deux que si la vie continue. Et je reviens, j'ai bien aimé les différents postes de l'atelier du bois, donc j'en profite. Je reviens sur justement un poste, voilà, où ils nous proposent leur service dès maintenant pour demain. C'est pas opportuniste de dire ça, c'est une réalité. On a un peu plus de temps pour ceux qui vivent dans des maisons avec les changements de fenêtres ou même en appartement pour penser à ces sujets-là. On n'y pense pas spontanément, donc d'avoir un petit rappel, pourquoi pas, hein. Toute l'équipe est à votre disposition par téléphone et mail. Ça montre que vraiment les gens sont toujours engagés. J'aurais peut-être ajouté tout de suite le numéro de téléphone et mail pour pas regarder dans la colonne de droite de Facebook, pour être encore plus direct à la limite. Mais sinon, voilà, proposer ces services maintenant, c'est important. Toujours dans cette idée-là, Ireka, hein, qui développe des offres spéciales.
Et pourquoi pas? C'est pas être opportuniste de développer des offres spéciales à partir du moment où on explique pourquoi on le fait. Hein. Et là, ils Ouais, l'ont tout- expliqué. Ça viendrait tout simplement maintenant. On vous propose moins 50% en régie, boum, de façon sèche, pas amené. Alors que là, c'est expliqué. C'est un effort collectif pour vous permettre d'avancer sereinement. Ils sont vraiment dans leur rôle aussi, je dirais, d'accompagnement et pas juste de prestataires technico-serviciels. Donc voilà, quand l'histoire est bien dite, ça fonctionne, avoir des offres spéciales. C'est une bonne idée. Du coup, Euh, pour en avoir parlé avec cette entreprise, parce que c'est une entreprise qui est accompagnée par la Technopole, effectivement, moi, ils m'ont parlé, est-ce que c'est à propos, est-ce que ça pourrait pas passer comme opportuniste? Ben, voilà, le seul conseil que j'ai pu leur donner, c'était de se recentrer sur leurs valeurs. C'était qu'à la ouais, base de la création de Reka, ce qu'ils souhaitaient, c'est faire un accompagnement le plus personnalisé, au plus proche des besoins des entreprises, plus particulièrement des startups en plus, et vraiment pas essayer de survendre leurs conseils. Et donc, c'est se recentrer sur leurs valeurs de base et ce qui les avait motivés à la base à créer Eureka. Donc voilà, bah, c'est une mais c'est, confirmation. je pense que la vraie notion, c'est ça, c'est si on est transparent, si on est humain, si on est crédible et sincère, la sincérité, on n'est pas opportuniste. Si on croit dans ce qu'on fait, on n'est pas opportuniste. Si on veut vraiment participer à l'effort collectif, si on veut vraiment aider les entreprises innovantes, les startups, etc., c'est pas de l'opportunité, c'est un engagement. Il y a une grosse différence. Et si c'est expliqué, si c'est visible, et c'est visible dans ce qu'ils nous ont écrit, ça fonctionne. Donc ça, c'est important. Toujours dans cette idée de la vie continue, et encore l'atelier du bois, ils sont présents, donc j'en profite. Hein. Ils ont partagé un post, si j'ai bien compris, de l'entreprise Treppenmeister, qui est donc eux-mêmes travaillent pour Treppenmeister ou avec des escaliers Treppenmeister, enfin quelque chose comme ça. Et ils ont légèrement adapté en fait le post de l'entreprise pour le repartager. Et l'idée était bonne, mais là plutôt dans les conseils, ça serait de penser communication intégrée. L'idée de base, elle est bonne. Maintenant, il faut se dire aussi que qu'est-ce qu'ils ont fait à travers ce poste, la première entreprise. Ils avaient plusieurs messages. À la fois, ils remercient ceux qui œuvrent au quotidien pour notre sécurité et notre santé. Et en même temps, ils nous proposent de nous accompagner. Donc ça devient compliqué. On a deux messages, il en faut un seul. On ne peut pas à la fois remercier entre guillemets les soignants et dire on vous accompagne sur des escaliers. Il y a trop de différences. On peut remercier les soignants, les livreurs, etc., etc. OK, parce qu'ils font partie de la continuité des soins, la continuité sanitaire et la continuité économique. Et à la limite, je différencierais presque pour avoir plus de discours, mais pas nous mettre à la fois un discours d'accompagnement commercial avec un discours de remerciement. C'est pas négatif de le faire, mais c'est pas optimal. Donc un seul message. En ce moment, on croule sous l'information, un seul message à la fois, ça suffit. Et surtout, en plus, un seul point de contact. Parce que le point de contact en fait que je trouve, finalement, ça me renvoie sur l'entreprise Treppenmeister et pas sur l'atelier du bois. Donc j'étais un peu perturbé. Je me dis, mais de qui on parle? Donc si on parle communication intégrée, s'inspirer de ce que fait Treppenmeister ou partager son post ou le liker, mais sans en rajouter. Et pourquoi renvoyer vers eux? Pourquoi pas penser visiblement à avoir une communication un peu plus globale et donc se dire qu'il va me falloir, au-delà de mon post, d'autres outils derrière. Et les autres outils, quand on est dans le numérique, ça va être de prévoir déjà une landing page. Donc, j'ai mes posts Facebook ou mes tweets ou mes posts LinkedIn. J'ai des emailing et dans les mêmes outils d'emailing, donc Mailchimp, Mailjet, Sendinblue, etc., j'ai aussi des outils pour créer des landing pages. Une landing page, c'est la page où les gens vont atterrir après avoir cliqué sur le post, après avoir, vous souhaitez plus d'informations, ils cliquent dessus, etc. Et c'est une page qui doit donner envie. Hein. Et cette page, elle est vraiment faite pour transformer les contacts en prospects puis en clients. Ce qui veut dire qu'il va falloir
un message qui est axé tout de suite sur le bénéfice client. Donc là, l'exemple que je vous ai mis, c'est la landing page d'Airbnb pour les propriétaires. Hein. C'est un cas d'école. Elle a reçu un nombre de prix parce qu'elle a un taux de transformation extrêmement important. C'est simple, il n'y a presque rien dessus. Hein. Il n'y a pas beaucoup de discours. Le message, il est clair. Complétez vos revenus grâce à votre logement. Et le bénéfice client, il est personnalisé parce que comme je suis, entre guillemets, je suis en train de surfer, ils savent d'où je viens, de quelle région, voire de quelle ville. Et ils disent, bah voilà ce que votre annonce Airbnb pourrait vous rapporter à Paris ou à Castres ou à Clermont-Ferrand. Donc, selon l'endroit, c'est automatiquement personnalisé. Et c'est pas compliqué à faire avec ces plateformes-là. Hein. On peut l'imaginer dans plein de domaines. On peut l'imaginer dans le milieu agricole, on peut l'imaginer dans le milieu de l'immobilier, de l'ameublement, dans le milieu des startups. C'est un grand classique. Mais c'est indispensable de penser un peu plus global et pas de se dire, OK, j'ai mon poste. Et mon call to action dans mon post sur Facebook, c'est appelez-moi au téléphone. Quand on est sur un espace numérique, c'est pas la logique d'appeler au téléphone. La logique, c'est de cliquer pour avoir la suite de l'histoire, si je puis dire, pour aller acheter le produit, pour renvoyer vers la boutique online, etc. Hein. Les gens sont captifs d'un espace numérique de plus en plus. Et en plus, avec le confinement, il y a une surconsommation des espaces numériques. Ça ne veut pas dire qu'on téléphone plus. Donc, essayer de garder les gens dans un fil et dans une continuité, c'est ça qu'on s'est intégré. Alors, je vois que il y avait une question peut-être, Alexandre? Ouais. Alors, c'était aussi une remarque. Donc, vous parliez de clarté, de bonne, d'avoir le message aussi pertinent, on va dire. Il y a une remarque qui remonte. Faire attention à sa communication en se calant sur l'activité. Et ça, c'était un exemple. Donc, je suis tombé sur une publicité d'une mutuelle santé à la télé qui se terminait par on avance mieux main dans la main. Et Ouais. la personne a rigolé, du coup, en voyant le décalage qu'il pouvait y avoir effectivement entre les gestes barrières et la baseline, en fait. Donc, effectivement, c'est faire des messages, mais essayer d'être pertinent le plus possible. Et, C'est pareil, en ce moment, on ne mettrait pas de photos avec des rues piétonnes. Hop, je passe justement à l'image. Je ne vous mettrai pas une rue piétonne ou un marché avec plein de monde en termes de communication en ce moment. Au tout début, je vous ai mis deux mains qui se serraient, enfin une poignée de main pour renforcer les liens. Parce que l'idée, c'était d'illustrer cette idée de renforcer les liens. Mais en aucun cas, c'est la photo adaptée. Il faut se méfier de tout, il faut se méfier des mots. Il faut se méfier des photos et des illustrations qu'on met. Et il y a des gens qui n'ont pas modifié leur campagne. J'aurais été à la place de la mutuelle, j'aurais modifié ma campagne pour changer le discours. Hein. Parce qu'en ce moment, avancer main dans la main, c'est assez bizarre aussi. Nous, on a certains clients où on a vraiment complètement changé le discours puisqu'on les incitait à aller dans des boutiques. Et ben, on peut plus les inciter à aller dans des boutiques. Hein. C'était sur du recyclage, de rapporter dans les boutiques. Ben, en ce moment, le discours, c'est stocké chez vous et on verra plus tard. On ne peut pas inciter les gens à se déplacer pour une raison qui n'est pas légitime. Donc, Bien sûr. Voilà. Donc après aussi, c'est de dire, on va communiquer à la sortie du confinement. Comment on va faire? Alors je vous l'ai dit, on manque d'informations pour être très concret, mais il y a quand même des grandes bases pour communiquer à la sortie du confinement. Et la base première, ça va être de donner envie. Hein. On va tous avoir des envies à la sortie du confinement. Donc pourquoi j'aurais plus envie de telle chose ou de telle autre? C'est quoi les envies? Tout ça, ça va jouer. Donc donner envie, c'est la base du discours qu'on va avoir. Autant avant, on était, je dirais, sur on est présent pour tous, la vie continue. Là, c'est oui, la vie, elle est belle, entre guillemets, et finalement, donner envie, ça va être ça. Et pour savoir comment donner envie, je vais revenir sur quelque chose de primordial, c'est de mieux connaître ses clients. De la même manière que pour les t-shirts, entre guillemets, il faut échanger avec les boutiques pour trouver des idées créatrices. Mieux connaître ses clients, ça va permettre de savoir quoi dire et comment le dire. Donc c'est aussi une période où il faut en profiter pour examiner ce qui se fait. Mieux connaître ses clients, c'est pas forcément non plus aller les sonder. Hein. C'est finalement regarder aussi quels sont leurs besoins aujourd'hui.
est-ce qu'avec les nouveaux modes de consommation, de production, de pratique du travail qui se sont développés en période de confinement, hein, le fait maison, la livraison à domicile, les drives, le télétravail, la téléconsultation, etc., est-ce que tout ceci n'a pas engendré de nouveaux besoins que mes clients, que ce soit des entreprises ou des particuliers, n'ont pas forcément matérialisé dans leurs besoins, mais ils ont changé leurs habitudes. Hein, ils ont commencé à prendre d'autres habitudes. Donc, qu'est-ce qui va les intéresser en ce moment? Qu'est-ce qui va les intéresser demain surtout? Hein, en quoi je réponds ou je peux répondre à ces nouveaux besoins? En quoi je peux donner envie de mes produits et de mes services? Donc, est-ce que je peux pas tout simplement présenter autrement mes produits et services pour leur montrer que ça répondait déjà entre guillemets à des besoins avant? C'est pour ça d'ailleurs que j'étais présent, mais ça répond aussi à ces nouveaux besoins, à ces nouvelles pratiques. Donc, c'est montrer en quoi on s'inscrit dans cette évolution. Ça, c'est vraiment essentiel. Hein. S'inscrire dans l'évolution des pratiques, du monde du travail, du monde de la consommation, évoluer. Et donc, c'est se poser la question, c'est réfléchir. C'est pour ça que je dis on n'a pas forcément besoin de sonder ses clients, mais de se dire, mon produit, il l'utilisait comme ça. Est-ce que pour ne pas l'utiliser autrement? Et c'est pas changer l'utilisation du produit, c'est la justification de l'utilisation du produit. Je pense à, il y a des secteurs où c'est assez évident, comme dans les préinscrits, il y avait des sociétés d'infogérance et de sécurité informatique. Le besoin de sécurité informatique, entre guillemets, il n'a jamais été aussi fort aujourd'hui que jamais, si je puis dire, pour les entreprises. Hein, et pour tout type d'entreprise. Donc le besoin, il est assez évident. L'infogérance aussi, avec le développement du télétravail, voilà, de plein de choses, mais aussi tout simplement des fois la difficulté à avoir du personnel disponible. Donc on a des besoins qui peuvent paraître évidents dans certains secteurs. Il y en a où finalement, il faut se dire qu'il va falloir s'adapter, voire inventer des nouveaux produits. Et là, on est plus dans du complément de gamme, du marketing au sens réel du terme, et pas simplement de la communication. Et là, il y a plein de sociétés d'accompagnement sur Castres qui peuvent travailler avec vous pour penser aussi des produits complémentaires à vos gammes aujourd'hui. Hein. Et puis, il y a des secteurs qui ont simplement à nous raconter une autre histoire ou une nouvelle façon de raconter l'histoire. On n'est pas obligé de changer de produit. On n'est pas obligé de se dire qu'il y a des besoins qui sont plus évidents que d'autres. Mais finalement, mon produit répond déjà à une demande que les gens n'avaient pas identifiée. Alors, vous me direz, ça peut paraître tiré par les cheveux, ça ne l'est pas tant que ça. Dans les entreprises préinscrites, il y avait vente au sol. Donc, je ne sais pas s'ils sont participants en live ou pas. Et j'ai vu que dans les différents, donc ils travaillent dans le domaine agricole, mais ils ont aussi des produits pour les particuliers. Les déshydrateurs solaires. Alors, j'ai dit, super, des déshydrateurs solaires, mais c'est quoi l'histoire qu'on peut nous raconter en sortie de confinement? C'est tout simplement sans surfer sur la sortie de confinement, mais c'est parler de comment stocker des légumes et des fruits toute l'année de façon qualitative qui ont poussé dans notre jardin. C'est évident qu'avec le confinement, on est en pleine période de printemps, on a plein de conseils dans tous les médias sur comment jardiner, etc. Mais si derrière, on a une communication qui s'exprime de la part de Vente au sol sur je peux conserver mes légumes, je peux conserver mes fruits, j'ai même des recettes de temps en temps pour bien cuisiner des fraises déshydratées ou je ne sais pas quel autre fruits et légumes déshydratés. Comment je raconte cette histoire? Ils peuvent développer le secteur des déshydrateurs solaires que je ne connaissais pas du tout. En plus, j'ai découvert ce produit totalement écologique, tout à fait sain, qui répond à plein de problématiques actuelles, à la fois de sécurité, je dirais, hein, avoir son garde-manger rempli, une problématique environnementale, c'est non polluant, une problématique sanitaire, je n'ai pas besoin de me déplacer parce que j'ai mes stocks à la maison. Donc, on peut nous raconter ça sans stigmatiser le sujet, entre guillemets, sans non plus tomber dans le versant américain, faut être prêt à la catastrophe mondiale, stocker au moins 3 ans de fruits et légumes chez vous avec des réserves d'eau, etc. Mais on peut jouer sur ces effets-là, tout simplement en nous racontant l'histoire différemment. Et ça, je pense que c'est, pour certains, ça peut être très très bien. Après, il y a encore plein d'autres choses à faire en termes de communication à la sortie du confinement. Mais comme je l'ai dit,
le plus important, ça va être la question du timing. C'est qu'aujourd'hui, on est dans le flou sur la réelle sortie de confinement, en tout cas comment ça va se dérouler. Et donc, les 15 jours qui viennent, ils vont être hyper importants pour vous, quel que soit votre secteur, de suivre à la fois les grandes annonces Emmanuel Macron ou Édouard Philippe, mais aussi les annonces plus spécifiques de vos secteurs, des syndicats, des structures d'accompagnement, de comment ça va se décliner chez vous, sur votre secteur, quel va être l'impact pour vos clients, comment ils vont pouvoir se remettre en ordre de marche, parce que souvent la communication, ça paraît comme étant de la créativité, etc., mais c'est aussi parler au bon moment. Et donc ce timing-là, bien savoir à quel moment parler, avoir quel type de discours, quel type de message, ça va vraiment être important. Donc le Ouais. timing, là, il va être crucial. On a quelques remarques et questions qui sont remontées. En fait, notamment par rapport aux médias qu'on pouvait utiliser. Est-ce qu'une photo suffit ou une vidéo, c'est quand même un petit peu plus impactant, même sans avoir des moyens de production forcément énormes au niveau de la vidéo, mais est-ce que ça peut être pertinent? Il y a aussi sur le ton à donner. Est-ce qu'on peut aller sur un ton un peu plus humoristique, être moins forcément dans le très formel? Voilà. Est-ce qu'on peut utiliser différents tons, quoi, et En différents fait, là, médias? alors sur les médias, la vidéo marche encore mieux que l'image, faut être clair. On n'est pas obligé d'avoir des super vidéos, quoique ça va dépendre du domaine. Je dirais, pour une société d'accompagnement de start-up, faire du face caméra avec son smartphone pour faire le conseil de la semaine ou parfait. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir un preneur de son, un cadreur, du montage, étalonnage et tout ce qu'il faut. Par contre, après, si on est sur des secteurs qualitatifs en termes d'image, je reviens sur l'atelier bois, enfin, valoriser un bel escalier, c'est pas une photo smartphone, on la choisit bien, etc. Si on veut faire une belle vidéo, c'est pareil, ça se tourne pas comme ça. Donc, ça dépend aussi du secteur, hein. On peut en photo, on peut s'en sortir plus facilement qu'en vidéo pour faire quelque chose de qualitatif. En vidéo, quand on veut vraiment du qualitatif, il y a quand même des sociétés dont c'est le métier. Eux aussi, ils souffrent en ce moment, donc c'est peut-être un moment aussi de les soutenir. Faut pas l'oublier. Euh, donc, si on peut se le permettre, hein, faire moins et faire qualitatif, souvent ça rapporte plus. Donc, pensez dans Ok. ce sens-là aussi, hein. Et sur les formats, le ton, bah, c'est toujours la même histoire, c'est le même principe, hein. C'est s'adapter. Oui, on peut utiliser l'humour, mais c'est pareil, ça dépend auprès de quelle cible, pour quelle histoire et par rapport à quel type de produit. Ouais. L'humour, c'est toujours possible, quel que soit le contexte, hein. Ça a l'avantage de créer un lien de connivence, de sympathie. Il faut juste savoir le doser et savoir avec qui on fait de l'humour et sur quel sujet. Donc c'est surtout ça. Hum. Mais c'est pas interdit, heureusement, parce qu'on en a tous un peu besoin. Donc, C'est bon. il y a, il y a un autre sujet qui m'a interpellé en fait, et c'est le dernier que je voulais aborder avec vous. C'est quand même c'est la Technopole de Castres-Mazamet qui m'a convié à partager ça avec vous. Et en regardant les préinscrits, je me suis dit, et pourquoi à un moment ne pas communiquer à plusieurs? Parce qu'on est plus fort à plusieurs. Et alors, il y a ceux qui sont inscrits, il y a d'autres sociétés que connaît la Technopole. Vous avez des activités qui peuvent être complémentaires, où vous avez les mêmes publics, où vous pouvez vous renforcer entre vous, où vous pouvez partager entre vous des informations, vous pouvez vous retweeter, vous pouvez partager vos posts, parce que finalement, votre public va être intéressé. Celui qui s'adresse, vous êtes plusieurs à vous adresser au monde agricole, bah, parlez entre vous, échangez. Tu vas faire quoi quand? Ah bah moi, ton post sur LinkedIn, je le repartagerai du mien parce que ça intéresse aussi une partie de mon public, etc. Communiquez ensemble, faites jouer le réseau local, faites jouer le chauvinisme, hein. Allez-y, pourquoi pas, à fond. Créez une communication, le Tarn en avant. Enfin, ça joue aussi, euh, je dirais, c'est important. On a tous besoin de repères. Les repères de proximité aujourd'hui sont extrêmement importants. Donc, soutenir l'économie
pas que nationale, mais juste locale, départementale, régionale. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais finir avec vous sur une image avec des t-shirts du Castre Olympique. Réfléchissez à pourquoi pas communiquer à plusieurs, même si c'est pour après, en presse écrite, même si c'est, je sais pas, il y a des entreprises peut-être qui participaient à la foire de, que je dise pas de bêtises, c'est d'Albi, qui a été annulée. Ouais. Pourquoi pas, bah oui, elle est annulée, on pourra pas y aller, mais pourquoi pas la faire virtuellement sur vos sites internet à vous, entre guillemets, ou sur Facebook. Elle n'est pas là, mais on avait prévu de vous montrer ça, bon, on va vous le montrer, et de se mettre à plusieurs pour le partager ensemble. Enfin, inventez-nous des sujets qui nous fassent un petit peu rêver en ce moment. Voyez ce que vous aviez de prévu et comment vous pourriez le faire sans finalement vous déplacer. Ouais. Du coup, ok. J'avais encore quelques petites remarques. Donc pour vous, Laurent, sur la partie communication, quand on est par exemple en levée de fonds ou quand on cherche un nouvel investisseur, comment est-ce qu'on peut communiquer dans ce sens-là? Et puis pour tous les participants, j'avais aussi une question pour vous, vu que l'atelier quand même touche à sa fin, d'avoir des réactions par rapport à tout ce que vous avez pu entendre. Des choses que vous pensez éventuellement mettre en place et si vous souhaitez des conseils par rapport à la mise en place en fait d'actions. Mais Laurent, je vous laisse répondre pour la partie investisseur. Alors pour la partie investisseur levée de fonds, ça va être comme d'habitude, c'est une communication qui est toujours assez spécifique et qui dépend vraiment du secteur d'activité. Là, je pense qu'on pense plutôt start-up en fait, hein, quand on parle levée de fonds et pas entreprise traditionnelle en recherche de financement. Donc ça va vraiment dépendre du secteur d'activité et est-ce que mon secteur d'activité est porté par la crise actuelle, type domaine de santé, type solution pour les industries touristiques pour développer ou se repartir plus vite. Donc est-ce qu'en fait je peux bénéficier commercialement ou pas? Ou est-ce que je suis au contraire sur un secteur où finalement ça va toujours être aussi dur de lever des fonds qu'avant, entre guillemets, même si ça sera toujours dur, mais en termes de communication, est-ce que j'aurais pas plus d'éléments à dire, voire est-ce que j'en aurais moins? Donc on a les trois scénarios, hein. Après, on le voit là, enfin, je regarde quasiment tous les jours les médias spécialisés start-up, les levées de fonds, il y en a qui continuent. On nous annonce des closings de levées de fonds. Après, il faut se dire que les closings qui sont annoncés maintenant, en fait, techniquement, ils étaient déjà clos il y a 2 mois. C'est le temps que les papiers juridiques se fassent, etc., que tout le monde soit d'accord sur le communiqué de presse, ça met du temps à être annoncé. Donc, communiquer maintenant sur, tiens, je démarre une levée de fonds, je me poserais la question, sincèrement. Je me poserais même la question de la levée de fonds. Si je dis pas de bêtises, c'était pas cette semaine, mais enfin, pas la semaine dernière, mais celle d'avant, ou sur le French Web ou sur Madines, il y a eu un témoignage d'entrepreneurs, de CEO de start-up, une belle start-up. C'est toujours un peu classique. Et la dernière question, c'est finalement, c'est les questions sur le financement des startups. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que vous regrettez dans le financement que vous avez eu au fur et à mesure de vos levées de fonds, des étapes, etc. Et le patron expliquait l'avant-dernière levée de fonds, on avait un super soutien de la banque qui nous proposait en plus du crédit à vraiment pas cher. Et je regrette d'avoir dit non en pensant que la levée de fonds était suffisante. Il dit faut jamais refuser quand une banque veut vous prêter de l'argent, parce que de l'argent, on en aura toujours besoin. Et ça, c'est la réalité. Et faut jamais refuser l'argent d'une banque quand elle vous le prête, parce que c'est mieux qu'une levée de fonds, ça évite de diluer le capital. Donc, il faut aussi penser à ça, hein. Y a des banques en ce moment qui sont prêts à jouer le jeu avec les entrepreneurs. Rapprochez-vous, ça faisait partie des cibles, hein, vos partenaires. Rapprochez-vous d'eux. Voyez ce qui est le plus intéressant en ce moment entre la levée de fonds et l'endettement. C'est pas forcément la levée de fonds. Donc, je dirais aussi en termes de com, au-delà de la com pour les startups, pensez business plan, pensez indépendance du capital. C'est pas juste. Là, je sors de ma casquette communication pour prendre une autre casquette que j'ai du monde des startups. Mais voilà, c'est peut-être changer de sa réflexion. Et je pense qu'on sort du cadre stricto sensus de la communication, les levées de fonds. Ok.
Très bien. Du coup, parmi les participants, s'il y en a qui souhaitent peut-être mettre en place des campagnes d'emailing à partir de ce qu'on a vu ou augmenter un petit peu leur présence sur les réseaux sociaux, est-ce que voilà, il y a des réactions par rapport à tout ça ou sur le ton effectivement que vous souhaitiez adopter? Alors, je vous laisse réagir sur le chat. Il y a encore une remarque qui dit que de Yann concernant les investisseurs actuels, ils ont aussi probablement une logique d'opportunisme en ce moment-là. Peut-être Mm. qu'effectivement, la valorisation de certaines startups a un peu peut-être tendance à baisser. Effectivement, c'est une opportunité de prendre ou une plus grande part de capital ou de prendre une part à moindre frais aussi, peut-être. C'est aussi, il y a eu un article comme ça qui disait aussi, où il y a des investisseurs qui essayent de faire des bonnes affaires et il y a des opérations de levée qui ont clôturé, mais avec une pression supplémentaire au dernier moment de la part des Ouais. fonds ou des business angels qui ont entraîné des plus fortes dilutions de capital, quoi. C'est OK, je m'étends, mais par contre, c'est pas 10 que je veux, c'est 20. Ça fait un écart quand même. Mhm. Donc la situation n'est pas forcément favorable pour lever, hein, dans ce sens-là. Ok. Et on va peut-être clôturer sur cette dernière question. Du coup, de l'entreprise Eureka, si nos partenaires communiquent peu, comment peut-on leur proposer de faire de la communication à plusieurs, en fait? De faire, Les Eureka, c'est l'accompagnement des startups, etc. C'est ça? le, Que je le bureau dis pas de d'études. bêtises. Ouais. Faudrait que je me penche un peu plus sur la question. Donc, En fait, j'allais pour. Ouais. du coup, Eureka fonctionne aussi avec différents partenaires pour la partie éventuellement application, pour la partie peut-être algorithmie, des choses comme ça, et de proposer du coup de faire De une communication. mutualiser une partie. Ouais. Là, c'est ce que j'allais dire d'une façon plus générale et pas spécialement pour Eureka. Pour des Mhm. questions particulières, un peu plus spécifiques où j'aurais besoin de réfléchir un petit peu, je veux bien répondre à quelques mails, mais voilà, on échange des mails, vous me donnez un peu plus d'infos que juste la question comme ça. Par exemple, là, pour Eureka, j'aurais besoin de connaître justement les partenaires, que je fasse un peu de recherche Google sur comment ils communiquent ou ils communiquent pas. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont vraiment, en quoi ils sont partenaires, c'est quoi le lien qui est intéressant, qu'est-ce qu'ils proposent eux par rapport à Eureka, quelle est la complémentarité, juste pour donner quelques lignes derrière de scénarios de communication mutualisée. Mais comme faut que je peux pas le faire spontanément, Bien sûr. je vous propose de vous répondre par mail, voilà, sur des questions un peu plus spécifiques, même pour ceux qui ont des questions sur, bah ouais, mais j'étais pas sur les réseaux ou je sais pas faire une campagne Facebook ou LinkedIn, etc. Si vous voulez 2-3 conseils, des captures d'écran où je vous montre où ça se passe, etc., il n'y a pas de souci. Je sais pas si les adresses mail sont partagées ou pas, mais sinon vous écrivez à Alexandre et puis il fera la transition. Ouais. On les mettra sur, si tu acceptes, on mettra ton email avec peut-être la présentation PDF et le replay. Ouais, parfait. Ok. Encore peut-être une micro-remarque. Par exemple, une personne qui nous parle de la plateforme WeSeed. Mm. Je vois que les actions de WeSeed continuent encore et donc les campagnes se poursuivent même dans un contexte particulier. Je pense qu'elle Ouais. elle continue et tant mieux d'ailleurs, hein. On est dans cette idée-là, hein. La vie ne s'arrête pas. Euh, Mm. c'est juste un peu différent comme rythme, hein. Un peu différent comme méthode de communication, mais ça va vraiment dépendre. Enfin, je peux pas faire de réponse globalisée. Ça dépend Ouais, tellement de sur quel secteur on est, sur quelle est la proposition de service, de business model. Voilà, il y en a où ça peut être un bon facteur, sincèrement. Mais je pense que pour une majorité, c'est plus compliqué de lever, quelle que soit la forme de levée. ouais, Pour certains, le crowdfunding peut marcher au sens grand public du terme du crowdfunding, hein, pas crowdfunding en levée de fonds, mais ouais. peut très bien marcher. Enfin, voilà. Ok. On a vu des belles réussites et on a vu aussi des gens beaucoup plus qui ramaient que d'habitude, quoi. Donc, c'est pas simple. Ok. Bah, écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là. On a à peine débordé, mais en tout cas, c'était à mon sens super intéressant pour toutes les entreprises. Ça pouvait vraiment s'adresser à tout le monde avec des bons conseils pratiques.
Merci beaucoup, Laurent, du coup, pour votre temps et puis De rien. pour la qualité de l'intervention. Merci à vous pour l'invitation et merci à tous ceux qui ont participé. Merci. Vous avez pas mal de remerciements qui remontent du chat, Laurent, sur la qualité des conseils, sur le fait que ça soit vraiment instructif. Ouais, merci beaucoup. Je vais regarder le chat. Tu as des belles félicitations sur le chat, hein? Ouais, non, c'est plutôt dithyrambique. Ouais. Bah, si c'était utile. Hop, je quitte le partage et je suis là. Bon, merci Laurent. Passe une bonne merci journée. à vous. Ouais, de même. Merci. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao. À bientôt.